Dans une zone en pleine opération d'urbanisation, encore à l'état de no man's land, la caserne de pompiers de Nanterre fait figure de signe, de symbole. Première pièce posée là pour donner le ton et pour annoncer l'avenir. Il y aura une rassurante caserne de pompiers pour les situations exceptionnelles. Il y aura de la belle et bonne architecture pour la qualité de vie de tous et de tous les jours. La caserne des pompiers de Nanterre posait la question de l'efficacité. Voilà, puisqu'un pompier, il doit en 1 minute passer de son lit au camion. Donc on a beaucoup travaillé sur la façon la plus rapide, la plus simple de régler le fonctionnement de la caserne. Cette efficacité programmatique, elle est aussi liée à la résolution urbaine qui s'imposait à travers les règlements qui nous étaient proposés pour fabriquer le projet. À savoir un lieu qui est un carré d'environ 80 mètres de côté, organisé autour de cours de service, cours de manœuvre, puisque c'est à la fois un centre de secours et des ateliers. Donc on avait à la fois cette contrainte pour disposer les éléments, j'allais dire, de travail du programme, et on avait la seule possibilité de s'élever sur le boulevard de la République qui fait face à l'échangeur de la A86 qui est en contrebas du bâtiment. On a mis finalement en résonance un programme et une situation urbaine à travers des contraintes qui nous ont permis de fabriquer cette morphologie du projet. Faire d'une caserne un bâtiment d'habitation agréable, bien conçu, bien posé sur son socle militaire en métal crénelé et réalisé avec soin, ressemble à une gageure. En regardant cette façade qui déjoue toute monotonie, avec ses balcons suspendus, trait d'union entre les parties saillantes, on peut se demander si tout le monde n'aurait pas envie de vivre comme les pompiers de Nanterre. Les pompiers gèrent eux-mêmes la maintenance de leur lieu. Donc ils sont demandeurs d'espaces faciles à entretenir, faciles à nettoyer et aussi d'une certaine pérennité des matériaux. C'est comme ça que ça marche. Bon, on a cherché, encore une fois, dans le choix des matériaux, à différencier l'espace de la caserne d'espace des logements. Et pour la caserne, on a voulu signifier le fait que c'était une enceinte militaire. Pour cela, on a utilisé une fois de plus le miroir. Mais on ne l'a plus utilisé cette fois-ci comme on l'utilise habituellement pour créer des relations d'un espace à un autre, mais on l'a utilisé au contraire pour signifier le refus d'entrée. En fait, c'est un miroir brut, plein, qui renvoie clairement l'image et qui n'autorise pas l'accès, signifie la possibilité de rentrer. Et pour augmenter ce sentiment de forteresse, en fait, de robustesse, on a traité les fines tôles d'inox et de l'inox poli, on les a soudées en fait, on ne les a pas traitées comme des feuilles qui auraient nécessité des cornières et des recouvrements qui auraient révélé leur fragilité, on a soudé l'acier. Ce qui nous intéresse souvent dans cette manière de traiter la matière, c'est toujours une façon un peu paradoxale de prendre le matériau. Les plaques d'inox qu'on utilise sont des plaques de 2 mm. Et ces plaques assemblées, quand on voit le bâtiment, on a l'impression d'un bloc d'inox qui a été sculpté. On l'aurait juste vissé, on n'aurait pas du tout la même perception des choses dans la mesure où entre le plan vertical et le plan horizontal, on a des coiffes soudées
qui signifie la continuité de la matière. Et qui font des effets de créneaux, en fait. Voilà, et qui font des effets de créneaux, puisque les tôles sont raboutées les unes aux autres par un cordon de soudure. Mais en tout cas, ce qui était important, c'était de faire lire cette continuité de matière, et cette continuité de matière qui donne cette notion de massivité du socle par rapport aux logements qui sont posés, décollés de ce socle, qui sont posés dessus. Comme souvent chez Ibos et Vitar, la rigueur et la discrétion affichées à l'extérieur cachent des trésors d'originalité et d'agrément lorsque le bâtiment est vécu plus intimement. Il y avait dans cette caserne un double programme, à vrai dire. Il y a une caserne d'un côté et il y a des logements de l'autre. Et donc l'idée était de traiter les deux de façon suffisamment indépendante, de manière à ce que les personnes qui habitent dans les appartements, dans les logements, ne soient pas constamment en prise avec la caserne. En fait, qu'ils aient la possibilité d'échapper à l'urgence. Donc il y a d'une part le traitement de l'urgence en rez-de-chaussée comme un grand socle, et les logements que l'on traite de façon totalement différente. Quand on habite juste au-dessus de son lieu de travail, en général, on essaye de faire en sorte de trouver des compensations pour y vivre de façon plus aisée. On a travaillé sur les logements cette forme légèrement découpée de plots qui permet d'avoir de multiples orientations, en général 3 orientations par appartement, et de dégager des grandes terrasses au sud pour que le bâtiment puisse vivre et les logements puissent vivre le plus facilement possible par rapport aux zones de travail qui sont en rez-de-chaussée. Avec le rouge du feu, adopté comme un camouflage par ceux qui sont chargés de le combattre, Ibos et Vitar retrouvent leur couleur de prédilection, dont la justesse est ici providentielle. Le rouge pourrait encore s'étendre jusqu'à s'éteindre. Les logements jouent sur un registre différent. Ils sont organisés sous forme de 3 tourelles qui sont reliées entre elles par des grands séjours vitrés, des doubles côtés. Donc la lumière du sud va rentrer pleinement et créer des effets de contre-jour. Et pour utiliser au maximum ce contre-jour, on va encore une fois utiliser des couleurs qu'on met à même les vitrages et qui vont rentrer dans les appartements et donc qui vont rejouer à nouveau le jeu de la pénétration de la lumière. On va chercher à favoriser les porosités entre le logement et les espaces extérieurs.